Sud Radio présidentielle 2022. La vérité en face. À 9h35, la vérité en face, face justement aux nouvelles idéologies qui inondent nos sociétés. Il y a un livre, Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique aux éditions du CERF, et son auteur est avec nous, Jelan Samovic. Bonjour. Bienvenue, vous êtes linguiste, professeur des universités, normalien et membre fondateur de l'Observatoire du décolonialisme. Oui, alors Jelan Samovic, je voudrais que vous nous décrivez les moutons de la pensée. Quels sont ces moutons de la pensée et quelle pensée précisément ? Eh bien, c'est vaste. C'est très vaste comme question. Non, mais tout est résumé évidemment dans votre livre, mais en quelques mots pour les auditeurs qui n'ont pas pu lire le livre. Je dirais, pour résumer très simplement, c'est une idéologie qui part d'un consensus social, l'antiracisme, l'égalitarisme, que nous partageons, qui est fondateur de notre société, mais qui est radicalisé au point où on va le déformer pour attaquer tous les adversaires et transformer ça finalement en orthodoxie. Le et problème, sur plein de sujets différents. Sur des sujets qui sont certains... en fait, le problème, c'est que ça infiltre maintenant le domaine scientifique, universitaire, politique, et ça déborde du champ du militantisme au point justement où on n'en perçoit plus les frontières. Et c'est bien ça le danger intellectuel et politique, c'est que on ne sait plus si on a affaire à de la morale, à de la science, à des politiques, et c'est un des grands problèmes. Mais sur le fond, Jelan Samovic, ça part quand même d'un constat qui est assez juste, c'est de lutter contre certaines inégalités, d'aller vers de l'égalité, quoi, aussi. Et c'est bien pour ça que je parle d'une consensualité qui derrière cache une radicalité. C'est-à-dire que on se bat contre quelque chose qui n'existe pas comme on le fait penser. C'est-à-dire que personne, par exemple, pour l'égalitarisme homme-femme, ne serait pour retirer le droit de vote aux femmes. Personne ne propose ça. Mais on va faire attendez, dans certaines sociétés aujourd'hui... En France. Mais là, vous êtes en France, mais dans certaines sociétés, droit de vote pour les femmes... ça, c'est un autre sujet. C'est justement ces sociétés qui ne sont pas l'objet de la critique des constructionnistes. C'est bien ça le paradoxe. Sur la Turquie, l'Inde, par exemple. Voilà, on n'a rien à dire sur le système des castes en Inde, on n'a rien à dire sur les théocraties islamiques. Par contre, on n'accorde pas les adjectifs comme il faut, alors là, c'est un problème pour l'égalité homme-femme. Mais est-ce que ça veut dire que finalement, tout ce dont vous parlez là, c'est réservé à une certaine bourgeoisie, à une élite, et finalement les vraies classes sociales sont décorrélées de ces mouvements? Effectivement, vous vous doutez bien que quand dans la vie, tout ce qu'on a à faire, c'est de protester contre la couleur des sparadraps, contre l'accord des participes passés, c'est que on n'a pas de vrai problème en réalité. Et bien sûr, c'est l'émanation d'un camp militant qui a mis en forme toute cette idéologie et qui est véhiculée essentiellement par des gens qui ne souffrent pas de ce dont ils décrivent ou qui prétendent en souffrir. Il est vrai que le victimisme aujourd'hui donne raison. C'est-à-dire qu'il faut paraître victime de quelque chose. Oui, non mais sur le racisme, ça existe quand même aussi. Donc là, il y a un bien fondé, quoi. Il y a un bien fondé, mais ça dépend de ce dont on parle. Par exemple, est-ce que la notion de racisme est un concept utile du point de vue de la description scientifique? Moi, je me place comme universitaire. Racisme, c'est un concept moral, c'est une condamnation. Le racisme, c'est quelque chose qui est, pour reprendre la définition de Daniel Simoni, une haine identitaire. Bon, ça n'est pas un concept descriptif qu'on peut plaquer. En fait, en réalité, on le plaque sur n'importe quoi. Et surtout, parce que c'est un concept moral, ça ne permet pas... c'est un a priori. Tout le monde est antiraciste, mais ça n'est pas pour ça que c'est quelque chose qui est fondateur d'une discipline. De la même façon, on voit aujourd'hui fleurir des approches dites féministes. C'est pas une science, le féminisme. L'antiracisme n'est pas une science, ce sont des causes. Et le fait de mélanger description et militantisme, des grandes causes et de la description sociale, c'est particulièrement pervers.
contraire, parce que on est dans la morale et dans l'a priori. On le voit, je prends un concept comme la notion d'islamophobie. On sait que c'est un concept politique qui est manipulé par les frères musulmans, qui permet de donner une image victimaire d'une communauté pour l'enrôler politiquement. Mais vous avez des sociologues qui vont reprendre le terme d'islamophobie comme si c'était une réalité sociale et non pas un concept politique qui est évidemment utilisé. On démocratise, en fait. Donc, effectivement, on va l'utiliser sans même le remettre en question, comme si c'était un concept scientifique. Et c'est bien le problème, c'est que cette frontière aujourd'hui, elle est de plus en plus floue et elle n'est jamais véritablement remise en cause par ceux qui s'en servent. Est-ce que la France est sensible justement à ces esprits, ou en tout cas ces idéologies communautaristes ? Ou est-ce qu'on est encore, on prend encore du recul, protégé de ça ? Je pense qu'en France, on a du mal avec l'idée d'un identitarisme comme ça, où les gens seraient classés en fonction de caractéristiques raciales, sexuelles. Ça ne passe pas trop en fait dans notre culture, même s'il y a effectivement une énorme poussée dans ce sens-là pour pousser les gens, à s'identifier à cet étiquetage. Mais je pense que la laïcité, l'universalisme qui est notre tradition font qu'on résiste quand même plutôt pas mal. Voilà. Mais on parle beaucoup aujourd'hui de l'Europe. L'Union européenne va dans ce sens-là, en fait, va justement dans ce sens-là sur le droit, sur l'idéologie. On y va direct. Et oui, c'est là où effectivement on a un problème qui cette fois-ci est de nature politique. C'est quand on voit par exemple dans la recherche, quand vous recevez, quand vous voulez des financements. J'ai regardé récemment, là, vous avez les formulaires, et la recevabilité de votre projet est subordonnée à ce qu'il y ait un volet genre. Quel que soit le sujet sur lequel vous travaillez, ça peut être linguistique ou mécanique des fluides, il faudra un volet genre. Ça devient une obligation politique. Alors évidemment, et c'est là où il y a un vrai grégarisme, où les gens vont adopter ce mode de pensée, puisque c'est la condition pour avoir des financements. Donc, si vous voulez un financement, il suffit de faire un projet sur les femmes au Moyen-Âge, etc. Et puis ça va passer. Quand vous dites justement, et quand vous écrivez les moutons de la pensée, ça veut dire que tout le monde suit. Or tout le monde ne suit pas quand même, si. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un rouleau compresseur, là où des déboulonneurs de statuts, l'ensemble en fait des mouvements et qui est en train de déferler sur la France? Non, je ne crois pas quand même. Si. Oui et non, ça dépend justement du domaine dans lequel on envisage ça. Si vous regardez dans le monde de la recherche, dans le monde politique, dans le monde médiatique, universitaire, on va être à fond dedans. Vous parlez à quelqu'un dans la rue d'inclusivisme ou d'intersectionnalité, heureusement, il n'en a jamais entendu parler. Donc on a aussi, là encore, pour rejoindre votre question de tout à l'heure, on a un décalage complet entre une base sociale élitiste et une société qui ne sait pas ce qu'est l'intersectionnalité. Sauf que derrière, il y aura quand même des applications très concrètes, dans les écoles, dans l'enseignement. C'est le propre d'une idéologie quand elle devient dominante, et elle peut être dominante tout en étant parfaitement minoritaire, c'est le cas. Elle finit par contraindre chacun à y adhérer, et mécaniquement, les gens qui sont formés à ça vont devenir eux-mêmes des enseignants qui vont véhiculer ça jusque dans les petites classes. C'est aujourd'hui ce qui se passe. On a ça qui est en train de se répandre. Et puis on est tout de suite, en fait, si on s'y oppose, on est considéré comme... on avait Michel Virvorka, qui était notre invité, en fait, hier, qui est sociologue, plutôt, en fait, de gauche, qui dit, lui, mais attention, avec toutes ces idées, c'est une droitisation, voire plus, en fait, de l'enseignement et de la société qui est en cours. Qu'est-ce que vous lui répondez, précisément ?
justement. J'avais écrit un petit article qui s'appelait Gauche-droite, piège à con, la preuve par le décolonialisme, et je crois que c'est un piège à con qui fonctionne. Ouais. Ce sociologue en est la preuve. C'est assez indigne d'un sociologue d'utiliser des concepts comme droite-gauche. Ce sont des concepts qui sont aujourd'hui polémiques, c'est pas du tout descriptif. Non, Et même je le si sais bien. aujourd'hui il lui dit je veux être au-dessus quand même, je me Une considère posture. pas. Ouais. Mais parler de droitisation, moi j'ai toujours entendu parler de droitisation. Ouais. Tout le monde dit quand on veut accuser l'adversaire, on dit il y a une droitisation, ou on va dire ultra droite. Bon, ça veut dire quoi? Qu'avant il y avait un état de la société qui était neutre ou qui était de gauche. On ne sait pas ce que ça veut dire. Ce sont des faux concepts, ça, justement gauche, droite, droitisation. En linguistique, on parle volontiers de subjectivem. Vous savez, ça dépend du point de vue où on se place. C'est-à-dire que pour quelqu'un de gauche, tout le monde est de droite et vice versa. Quand on est de droite, tout le monde est un sale gauchiste. Bon, ce sont pas des concepts descriptifs pour un sociologue. Je trouve ça quand même limite. Et surtout, le décolonialisme, l'intersectionnalité pulvérise complètement cette approche gauche-droite, parce que précisément, l'argument, c'est que la culture entière est contaminée par l'histoire coloniale, par les inégalités hommes-femmes, et donc toute la culture relève, gauche ou droite, relève de quelque chose qu'il faut détruire. Donc c'est particulièrement absurde d'utiliser le paradigme gauche-droite qui en plus historiquement ne veut rien dire. Et ça conduit parfois à des aberrations, c'est ce que vous allez nous dire. Par exemple, en fait, au Canada, hein, c'est ça, il y a des mots où on ne met plus de majuscules. Non. Hein, c'est ça, on ne met plus de majuscules. Non. Pourquoi Parce que la majuscule, c'est la domination. Enfin, c'est la hiérarchisation. Donc, sur certains mots, il ne faut pas le mettre, et sur d'autres mots, il faut le mettre. Sur la lutte indigène, il faut les mettre. Ça, c'était une problématique qu'on trouve effectivement au Canada. C'est une université qui a décrété qu'elle n'utiliserait plus de majuscules, sauf pour la cause indigène. Donc le mot indigène prendra une majuscule, et tous les autres prendront des minuscules. Mais c'est mignon, je veux dire, c'est poétique. Il y a des poètes qui vont utiliser ça. Mais ça veut dire qu'on va projeter une interprétation symbolique aberrante juste pour montrer qu'on défend une cause. Les moutons de la pensée, on en parle dans un instant, et vos appels. Et déjà au standard 826 300 300. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Sud Radio, présidentielle 2022. La vérité en face. La vérité en face aux idéologies qui inondent nos sociétés. Un livre, Les moutons de la pensée, nouveau conformisme idéologique aux éditions du CERF. Et pour en parler ce matin, Jean Slamovic, linguiste, professeur des universités, normalien et membre fondateur de l'Observatoire du décolonialisme. Vos appels 0826 300 300. C'est Frédéric de Bergerac qui est au 0826 300 300. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour à tous. Bon, vous êtes un mouton ou pas, vous? Alors, j'évite. Mais alors, justement, ce qui est marrant, c'est que j'aime bien la présentation du livre, là, de l'auteur qui est avec nous. Parce qu'on peut faire un lien avec le début de l'émission, en début de matinée, parce que c'est là, justement, où on est en train de vouloir nous donner des idées de pensée à travers les médias. Bon, par exemple, on parlait de genre. Aujourd'hui, vous avez quand même Walt Disney qui s'en va un petit peu. Entre autres, c'est qu'un exemple. J'ai rien contre eux, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, il y a la pensée par rapport à des médias, par rapport à des films, par rapport à la culture des jeunes, par rapport aux jeux vidéo, par rapport à tout ça. Et puis, vous avez des politiques qui, eux, ne pensent que à savoir comment on va se rallier les uns avec les autres, mais derrière, il n'y a pas grand-chose qui en ressort. Après, c'est la politique depuis longtemps, ça se passe comme ça, mais je veux dire qu'il y a un fossé aujourd'hui qui se creuse entre l'idéologie et la politique. Comme disait monsieur, gauche-droite, ça ne veut pas dire grand-chose quand on parle d'idées. Et par rapport à ces mouvements-là de contre-culture ou de wokisme, bon, moi je connais un exemple, parce que je voyage quand même un petit peu dans le monde, et par exemple, quand on parle toujours d'esclavage, on parle de l'esclavage du temps de l'Amérique, quoi. Mais quand je leur réponds, quand je leur pose la question, qui c'est qui a construit les pyramides d'Égypte? Alors là, il n'y a plus personne qui va entendre parler. Bon, alors que la traite arabo-musulmane, on connaît que ça a été quelque chose. Donc aujourd'hui, le problème qu'il y a, c'est qu'on est dans une sélectivité de l'histoire, ne surtout pas déranger certains thèmes. Vous avez c'est ce que disait, c'est ce que disait en fait tout à l'heure Jean Slamovic, quoi, bien sûr, quoi. Non mais c'est vrai. Et donc, si vous aviez une question à lui poser aussi par rapport en fait à ça, évidemment vous n'avez pas encore lu le livre et j'espère que vous lirez, mais mon cher Frédéric, mon cher Frédéric, alors,
Eh bien, alors, une question. C'est difficile de poser une question parce que j'ai pas lu le livre, mais ça serait intéressant, justement, d'arriver, enfin, plutôt une idée, de dire qu'il faudrait un jour réunir des politiques avec des gens qui pensent comme ça pour essayer d'arriver à fonder un thème de dire voilà ce que doit faire aujourd'hui. Un politique, il doit un peu plus se mettre dans la pensée, parce que de toute façon, les politiques d'aujourd'hui, on parle beaucoup, là, c'est la grande mode, là, depuis est-ce qu'un tel va rejoindre un tel. Moi, ce qui m'intéresserait de savoir, qu'on puisse poser des questions, et je vous invite à le faire, à ces gens-là, parce qu'on n'entend pas beaucoup parler de l'Europe. Vous avez une madame Ursula von der Leyen qui prend des décisions, qui nous prend pour des moutons, et moi, je voudrais qu'on donne à chaque politique, qu'est-ce que vous comptez faire des décisions de madame, etc., etc. Et là, histoire qu'on ne soit pas les moutons de l'Europe, et puis que la politique française ne vienne pas nous gâcher nos décisions et nos idées de pensée. Oui, Frédéric, merci évidemment pour votre réflexion, votre remarque. Jean Samovic, est-ce qu'on peut avoir une culture commune? Oui. Non, mais pour résumer, évidemment, donc ça veut dire qu'il y a une influence en fait de plus en plus forte au sein des universités, des écoles, et que ça infuse progressivement venant des États-Unis, ça gagne en fait les politiques. Est-ce qu'il y a du discernement par rapport en fait à ça, tous ces mouvements autour de la cancel culture et du wokisme, quoi? Il y a des modes intellectuels comme il y a des modes vestimentaires. Cette pensée-là a justement toutes les caractéristiques d'une mode. Ça a l'air cool, ça a l'air bien, ça a l'air moderne. Et évidemment, comme vous l'avez dit tout à l'heure, ça part de prémices qui sont nécessairement positives. Être antiraciste, personne n'est contre. Donc, à partir de là, on peut construire toutes les revendications. Mais évidemment, ça contamine tout le monde, parce que personne n'a... je prends l'exemple de l'écriture inclusive. Voilà. Personne n'a les moyens techniques de dire non, c'est n'importe quoi. Donc, on l'adopte pour ne pas se mettre à dos une communauté d'utilisateurs, une communauté professionnelle. On ne va pas se singulariser, parce que se singulariser, ça voudrait dire pouvoir se justifier. Et ça veut dire être sur la défensive, etc., etc. La plupart des gens rejoignent le troupeau. C'est censé être un mécanisme de défense, d'ailleurs. Vous savez, les moutons, ils se mettent entre eux pour se protéger des prédateurs. Bon, des fois aussi, ils tombent du coup de la falaise parce que ils suivent le leader. Mais en tout cas, est-ce qu'en France, on ne s'appuie pas aussi sur une évolution en fait de la population française, quoi? Et donc, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur des quartiers où il y a en fait des populations d'origine en fait diverses, et qui pourraient se sentir en fait discriminées. Et on dit oui, mais donc il ne faut plus parler comme ci, comme ça en fait à toutes ces populations, quelles qu'elles soient, pour ne pas froisser, quoi. Donc on en arrive en fait à ça, le politiquement correct et les moutons de la pensée. Oui, là c'est effectivement l'idée que il faut éviter d'offenser les gens. Ça devient un principe de directeur pour la pensée dans les comportements, ce qui évidemment est normal, mais qui devient aujourd'hui un principe politique. L'inclusivisme, c'est ça. C'est là où sinon on est considéré comme haineux, quoi. En fait, c'est ça aussi. Oui, mais là où c'est une vraie perversion intellectuelle, c'est de croire que de mettre tout un tas de symboles à la suite d'un mot, ça va changer la société, ou au contraire, en fait, ça classe les gens. Justement, ça les ramène à une identité figée, que ce soit femme, trans, racisée, etc. Je suis pas sûr, pour reprendre le débat à droite-gauche, que traiter les gens de racisés ou de blancs, ce soit spécialement de gauche. De classer les gens en fonction de leur race, je trouve pas ça spécialement progressiste. Ça veut dire que c'est la fin de la culture commune ? Oui, puisque on a finalement autant de petites niches identitaires où on s'invente de nouvelles identités d'ailleurs, et ça veut dire qu'on se reconnaît avant tout comme membre d'un groupe, et plus du tout comme membre d'une culture commune, puisqu'on a considéré que la culture commune, justement, elle était toxique, elle comportait une histoire négative. Et évidemment, comme le disait votre auditeur, c'est une idéologie sélective. Il y a un biais de sélection. À chaque fois, on fait l'histoire, mais en ne prélevant que ce qui
qui va dans son sens, de manière complètement aberrante. Je donne un exemple que je lisais récemment, une économiste qui croit montrer que si on n'a pas inventé des valises à roulettes plus tôt, c'était la faute du patriarcat. C'est une méthode de pensée singulière, c'est de imaginer ce qui n'existe pas et trouver des raisons à ce qui n'existe pas, parce que les roulettes ont un pouvoir émasculateur, voyez-vous. Vous voyez, c'est ce genre de fausse science où on va inventer n'importe quoi, on n'en a aucune preuve, on n'a pas de méthode de recherche, on n'a pas de données, mais on va imaginer comme ça, grâce au mot patriarcat. C'est pour ça que moi je m'y intéresse en tant que linguiste. On va utiliser des mots comme ça qui remplacent des démonstrations. Pour le coup, des mots valises. Merci beaucoup, Jean Samovic. Les moutons de la pensée aux éditions du Cerf. C'est passionnant. Vous reviendrez. On fera un débat. Tiens, je pense que ce sera en fait assez intéressant.